Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Jour de vote ce dimanche au Cameroun. Les électeurs étaient appelés à élire leurs députés, conseillers municipaux. Dans un contexte tendu, le vote s'est déroulé sans grande affluence dans les bureaux de vote. Ouverture ce dimanche du sommet de l'Union africaine. À l'ordre du jour de cette assemblée, les conflits armés sur le continent, en Libye, au Sahel ou encore au Soudan du Sud. Une quarantaine de dirigeants africains ont fait le déplacement à Addis Abeba. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre dans ce journal. Puis les grandes ambitions électriques de la Côte d'Ivoire. Le pays d'Afrique de l'Ouest entend se positionner comme un fournisseur de premier plan dans la sous-région. Les Camerounais étaient appelés à voter ce dimanche 9 février pour les élections législatives et municipales, en partie boycottées par l'opposition. Un scrutin dans un contexte tendu, des élections sans suspense. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais du chef de l'État Paul Biya est quasiment assuré de rafler la majeure partie des sièges au Parlement. L'enjeu des résultats réside donc essentiellement au niveau de la participation. Écoutez le président camerounais Paul Biya qui s'exprime au sujet de ces élections et sur l'état de la démocratie dans son pays. Je vous propose de l'écouter. Et à tous mes compatriotes, faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas. La démocratie fait des pas de géants au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue, il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt, nous aurons aussi, quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire des conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Ouverture ce dimanche du 33e sommet de l'Union africaine. Faire taire les armes, la thématique retenue cette année. Une quarantaine de chefs d'État du continent africain assistent à cette assemblée qui se tient au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. De nombreux sujets au programme de ce 33e sommet de l'UA, consacré notamment à la résolution des conflits. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, également présent à Addis Abeba, a exhorté la communauté internationale à plus d'implication, notamment dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'ONU. Le manque de soutien suffisant de la communauté internationale est aujourd'hui évident dans le Sahel et dans la région du lac Tchad. Toute une région fragilisée par le terrorisme. Des millions de personnes tuées, beaucoup d'autres continuant de souffrir. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, le nombre et la complexité croissante des attaques terroristes visant des cibles tant civiles que militaires démontrent la nécessité d'une intervention plus robuste et intégrée, axée notamment sur les questions transfrontalières. Et nous devons aider les pays du Sahel à rétablir la présence de l'État partout, à lutter contre l'exclusion et le désespoir économique, ainsi que contre les dommages causés par la crise climatique. Passation de pouvoir entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui prend officiellement les rênes de l'organisation pour une année. C'était le premier temps fort de cette cérémonie d'ouverture, d'inauguration ce dimanche en Éthiopie du sommet de l'Union africaine. Ce 33e sommet est essentiellement consacré, on l'a dit, aux questions de sécurité sur le continent africain qui recense pas moins d'une vingtaine de conflits armés. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, Jacques Amboka.
Libye, Sahel, Somalie, la résolution des conflits armés est au cœur du sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, ouvert ce dimanche 9 février à Addis Abeba en Éthiopie. Un 33e sommet placé sous les thèmes « Faire taire les armes », une problématique complexe avec notamment la montée du terrorisme dans certains pays. La région du Sahel particulièrement connaît une recrudescence des attaques djihadistes. La Corne de l'Afrique, le Sahel et le bassin du lac Tchad sont aujourd'hui en guerre, une vraie guerre, où militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce que maîtres et écoliers se sont trouvés obligés de fuir. Une multiplication des conflits armés qui préoccupe les nouveaux présidents de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État sud-africain qui a d'ores et déjà annoncé l'organisation d'un sommet extraordinaire au mois de mai prochain à Pretoria. L'Afrique du Sud accueillera également un sommet extraordinaire sur l'initiative Faire taire les armes en mai 2020 pour se pencher sur la mise en œuvre du plan directeur de l'UA et la feuille de route. Les crises sécuritaires devraient encore être discutées ce lundi 10 février. Sont attendus également les rapports des chefs d'État sur les thématiques spécifiques, avant l'adoption de décisions et déclarations de la 33e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. La mobilisation de recettes, une priorité nationale pour la République démocratique du Congo. Le pays est en quête de fonds pour financer les différentes réformes engagées, dont la gratuité de l'enseignement primaire qui nécessite plus de 2 milliards de dollars. Les précisions d'Ange Bijounomenyo. La République démocratique du Congo est en quête de recettes supplémentaires. Pour mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement, obtenir des facilités de crédit et recevoir un appui budgétaire, les autorités congolaises vont devoir mettre sur pied un certain nombre de mesures et de réformes structurelles. La première mesure va consister en un élargissement de l'assiette fiscale. Le problème, c'est qu'au Congo, on n'a pas encore une économie nationale bien structurée, bien définie, sur laquelle on peut avoir des branches bien comptables, bien visibles, et savoir quel secteur rapportera quoi à titre d'impôt. Ça, on n'a pas encore dans ce pays. L'élargissement de l'assiette fiscale doit passer d'abord par, au préalable, la refondation de l'État lui-même, parce que l'impôt est un instrument, et l'instrument principal de l'État. La deuxième mesure que va devoir prendre l'État congolais, c'est la réduction des exemptions fiscales et autres systèmes de compensation. Les services de l'État ponctionnent trop les opérateurs aux frontières de la RDC sans que la très grande majorité de ces recettes ne soit traçable dans les caisses du Trésor public. À partir du moment où l'État, là, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un État approximatif, il ne consistera qu'en des tracasseries inutiles. Parce qu'au Congo, tout le monde sait, c'est 0,2% des contribuables qui payent l'impôt. Selon les estimations, la mise en œuvre de ces réformes pourrait permettre de dégager entre 500 millions et 1 milliard de dollars de recettes supplémentaires. Le Fonds monétaire international, pour sa part, prévoit d'effectuer 3 missions dans le pays en guise de surveillance des progrès réalisés. En Algérie, Saïd Bouteflika, 2 ex-chefs du renseignement et une chef de parti sont jugés en appel. Le procès s'est ouvert ce dimanche à huis clos à la cour d'appel militaire de Blida, au sud d'Alger. Principal condamné, Saïd Bouteflika, conseiller spécial de son frère. Depuis l'élection de celui-ci à la présidence en 1999, a été condamné en septembre 2019 à 15 ans de prison pour complot contre l'armée et l'État. La défense des 4 accusés déclare qu'elle va continuer à plaider non coupable. La Côte d'Ivoire ambitionne de s'imposer comme un acteur majeur du secteur de l'électricité dans la sous-région. Le pays exporte actuellement plus de 10% de sa production nationale vers 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Mais la Côte d'Ivoire entend désormais élargir le nombre de pays bénéficiaires. Aïssatou Bari. L'année 2020 marquera le début des exportations d'électricité de la Côte d'Ivoire vers la Guinée et la Sierra Leone, avec un volume respectif de 150 gigawatts par heure chaque année pour chacun des 2 pays.
Grâce à la mise en service imminente d'une ligne de 225 kV, le Libéria également verra sa fourniture renforcée avec des approvisionnements additionnels en haute tension. Notre capacité de production a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW et devrait doubler dans les prochaines années. Nous exportons environ 11% de la production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO, à savoir le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. La Côte d'Ivoire a enregistré à fin 2019 un taux d'électrification de près de 70% avec un objectif d'atteindre 80% en fin 2020. La part des énergies renouvelables, quant à elle, devrait se situer à 42% en 2030, conformément aux engagements du pays par rapport à la COP21. Il y a de grands enjeux aussi au niveau des pays qui importent l'électricité. Il faut vraiment, les cas de fraude, il faut que ces pays définissent en tout cas un cadre réglementaire, de sorte à ce que les recouvrements au niveau de ces pays puissent être facilités. Et donc, par ces mécanismes, de pouvoir régler plus facilement les différentes factures au niveau des pays d'où ils vont importer l'électricité. De l'avis de certains analystes, l'un des handicaps majeurs au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté dans l'espace CEDEAO demeure l'insuffisance de l'offre de l'électricité. Le taux régional d'accès à l'électricité est de seulement 45%. À cela s'ajoutent des tarifs jugés trop élevés par rapport au reste du monde. La dynamique est portée avant tout par des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire ou encore la Tanzanie et le Bénin. Il s'agit de la croissance économique du continent et elle devrait être de 3,9% cette année avant de passer à 4,1% en 2021 selon les prévisions de la Banque africaine de développement. L'économie africaine devrait donc être dans une bien meilleure conjoncture. Les explications de Philomène Tine. Tiré par une trentaine de pays sur les 54 que compte le continent, les performances économiques de l'Afrique devraient se poursuivre en 2020 et sa croissance économique reste robuste, indique la Banque africaine de développement BAD. En effet, l'Afrique a enregistré un taux de croissance du produit intérieur brut réel de 3,4% en 2019. Il devrait augmenter d'un demi-point cette année et légèrement dépasser 4% en 2021. Les principaux leviers sur lesquels s'appuie cette constante de la croissance africaine dans une conjoncture internationale qui est difficile, c'est d'abord les économies qui sont pourvoyeuses de ressources. Ensuite, vous avez une progression des services. Vous avez également aussi le fait que dans la plupart des pays, le défi des infrastructures est en train d'être relevé en même temps que des efforts conséquents sont faits pour améliorer le climat des affaires. À noter que l'Afrique regorge désormais 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde selon la BAD, une performance en grande partie tributaire aux investissements dans les infrastructures. En outre, le continent doit investir plus dans le capital humain afin de stimuler sa croissance et sa productivité. Pour l'avenir, pour l'installation des relations commerciales intra-africaines qui soient sereines, la tendance concernant la résistance au choc extérieur va également se poursuivre. Il faut être très prudent parce que malheureusement, nous avons une année qui commence avec beaucoup de difficultés. À cause, par exemple, du coronavirus, il y a un ralentissement de l'activité économique en Chine. Ça peut avoir un impact très important sur les économies africaines. Malgré un ralentissement économique dans plusieurs pays d'Afrique, d'autres économies du continent continuent d'améliorer leur climat des affaires. Toutefois, la croissance africaine ne manque pas de subir les effets de la conjoncture économique mondiale, d'après la Banque mondiale. Un mot sur les télécoms au Mali avec la téléphonie mobile qui affiche près de 100% de taux de pénétration. Se pose dès lors la question de la nécessité ou non d'une nouvelle licence. Du côté de la primature et du ministère de l'économie, les autorités ont décidé de geler l'opération de délivrance d'une 4e licence de téléphonie. ATM Mobilis, opérateur de téléphonie mobile algérien, filiale d'Algérie Télécom, aurait soumis une proposition portant sur 25 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.